Merci beaucoup d'être là. Comme les avions partent toujours à l'heure, on va essayer de démarrer avec juste le temps réglementaire. Peut-être que c'est un débat, on verra si c'est une question de débat sur cette départ des avions. Alors, en tous les cas, merci beaucoup. Donc, je me présente, je suis Marc de Pomereau, je suis secrétaire général du Club Franco-Risque. Le Club Franco-Risque, c'est une association qui a pour vocation à développer le risk management et le risk management dans la zone francophone du monde. Donc le Club Franco-Risque, c'est une émanation de l'AMRAE qui existe depuis plusieurs années. Je suis secrétaire général. Gilbert Canameras en est le président et on a des activités d'information comme d'animation de tables rondes, de séminaires, de conférences. On a une activité nouvelle de formation et on va avoir aussi une activité de conseil. Notre objectif, c'est de favoriser le développement des associations de risk managers dans la francophonie. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement en Afrique. On a la chance d'avoir le président de l'association ivoirienne des risk managers qui est là-bas, Sandé Fatola, qui est là. Donc il y a d'autres associations dans d'autres pays, comme le Maroc. Il y a des associations qui sont en train de se développer. Donc ceci est ma présentation en qualité de secrétaire général de cette association. J'ai été longtemps directeur juridique et puis je me suis occupé des assurances du groupe NJ. À ce titre-là, puis j'ai arrêté puisque le temps arrive où on a la possibilité de faire des choses nouvelles. Donc voilà, aujourd'hui je m'occupe de ça. Donc je ne vais pas parler davantage de moi, mais je voudrais surtout vous présenter les intervenants qui vont plus que moi, mieux que moi, surtout parce que c'est leur spécialité, vous parler de ce thème que l'on a décidé de vous présenter, le secteur aérien, la crise et l'assurance, une histoire africaine. L'idée, c'est bien de dire qu'il y a certainement une très belle évolution à venir sur ce continent africain, et on va le présenter, mais les intervenants le présenteront plus que moi, et qu'il y a vraiment un moment où il faut que les assureurs, les clients des assureurs, comme la compagnie d'aviation, comme les aéroports, se rencontrent. Et c'est l'endroit de cet atelier de se rencontrer, se parler vrai, se dire quels sont les problèmes, pourquoi est-ce que c'est difficile, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc avant de faire ces échanges entre nous autour de la table, on va faire une présentation de ce qu'est le secteur de l'aviation en Afrique en particulier, de ce qu'est le marché de l'assurance de façon globale, et pour arriver à se poser les vraies questions, savoir comment on peut éventuellement faire évoluer les choses, ou éventuellement, sûrement faire évoluer les choses. Et donc, je vais assez rapidement passer la parole à aux intervenants qui sont autour de moi. Donc, celui par ordre alphabétique qui est à ma gauche immédiatement, Mamadou Ba, qui est donc arrivé ce matin spécialement de New York après être parti de Dakar 2 jours avant, ou quelque chose comme ça. Il est arrivé ce matin. Il est représentant, voilà, représentant d'Air Sénégal, où il occupe le poste de directeur de la performance industrielle des services supports, dont le service achat, c'est le système d'information, etc. Il a 20 ans d'expérience. Il est diplômé de Télécom Paris Tech et d'HEC Paris. Il a donc rejoint Air Sénégal en 2019 et il vous parlera davantage de lui et de ce qu'il fait. Donc je vais présenter le deuxième intervenant qui est cette fois-ci à ma droite, que vous connaissez, je pense, pour certains, puisque c'est Christophe Grabert, qui est donc aujourd'hui le directeur général de la Réunion aérienne et spatiale. Il a une expérience de l'assurance longue et qu'il connaît bien. Il est aujourd'hui en charge de cette structure qu'il vous présentera davantage. C'est le spécialiste de l'assurance aérienne. Vous avez, pour ceux qui ne le sauraient pas, son passé. C'est un vrai professionnel et qui va nous parler de l'assurance. Enfin, à ma gauche, Xavier Marie, qui est aujourd'hui consultant, mais qui était surtout jusqu'à quelques mois le directeur général de l'aéroport nouveau, comme on le dit encore, de
Dakar, et qui s'est occupé de son ouverture. Donc le nouvel aéroport, c'est l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, qui s'est occupé depuis l'ouverture jusqu'il y a quelques mois. Donc ça fait, tu es resté 5 ans, 4 ans. Et donc il a une approche, lui, de l'aéroport. C'est quoi les problèmes des patrons, des gens qui dirigent les aéroports, et quelles sont leurs difficultés. Donc on a une vision à la fois de la compagnie d'aviation, de l'aéroport, de l'assureur. C'est le panel qui nous permettra de débattre de ces besoins que l'Afrique a aujourd'hui. Et Mamadou sera le plus fort témoin de dire en quoi il faut que l'image soit mieux perçue et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, moi, modestement, pour un peu introduire les choses, et j'aime bien, je m'occupais d'assurance et de risque et de juridique dans une entreprise qui avait des activités variées, notamment dans les services. Et dans les entreprises dont je m'occupais, il y avait des boîtes qui travaillaient dans les aéroports, qui faisaient de la maintenance ou électrique. Le président fait signe qu'il fallait élever un peu la voix. Alors, est-ce que je ne parle pas assez fort? Ouais. Ah ben voilà, le président Gilbert Canameras arrive. Bah, il faut prendre le micro à pleine main. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire à ce propos, parce que je m'occupais beaucoup de négocier les contrats avec des clients, et quand on négociait les contrats avec les clients, le principal sujet, c'était toujours de travailler sur les clauses imitatives de responsabilité et de dire aux clients, oui, nous, on veut avoir une approche plutôt risque qu'une approche transfert de risque. Et donc, je m'amusais toujours à dire, et j'aimerais introduire la table ronde là-dessus, en disant que quand je prenais l'avion, le pilote dans l'avion, quand il commence les instructions de sécurité avant de faire démarrer, lancer l'avion, il ne dit pas messieurs et mesdames les passagers, notre compagnie d'aviation est très bien assurée, ne vous inquiétez pas, si l'avion tombe, vous serez indemnisé. Je crois que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, que ça rassure personne de savoir qu'on est bien assuré. Par contre, c'est absolument indispensable d'être bien assuré. Donc le sujet, c'est bien comment on fait pour être certain qu'on n'aura pas d'accident. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut introduire cette table ronde, de façon à ce que notre ami Christophe dise, moi je vous assure, dans la mesure où vous avez fait ce qu'il faut pour pouvoir être correctement assuré. Voilà, donc c'est ça le débat. Je passe tout de suite la parole à Xavier et Marie. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez intervenir. Tiens, tu as le petit appareil. Que vous puissiez intervenir. Donc, 2 temps. Une présentation qui va être faite de façon un peu académique, je dirais, par les intervenants autour de la table. Et puis, un deuxième temps où on va débattre entre nous. Pourquoi les assureurs ont des prix trop chers et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Voilà. Yes. Très bien, merci Marc. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, comme l'a précisé Marc, j'ai contribué fortement à l'ouverture du nouvel aéroport de Dakar, qui se trouve à 55 km de l'ancien aéroport, l'aéroport Dakar-Blaise Diagne, qui est un aéroport tout à fait moderne, qui a été ouvert en décembre 2017. Et donc, c'est lorsque j'étais là-bas qu'avec bonheur, j'ai vu aussi la création de la compagnie nationale Air Sénégal, dont Mamadou nous parlera tout à l'heure plus en détail. Donc, comme introduction, je vais une petite introduction sur le continent africain. Et comme vous voyez sur cette diapositive, le continent africain, qui ne regroupe qu'entre 2 et 3%, selon les pandémies en cours, je dirais, du trafic mondial, est cependant un continent qui a besoin de l'aviation. Donc, c'est un continent hors norme. Et comme on peut le voir sur cette diapositive, entre Dakar et la pointe de la Corne de l'Afrique, il y a 7200 km, et entre les deux pointes de la Grande Russie, il n'y a que 6400 km. Comment cela se fait? On va le regarder tout à l'heure. C'est la conséquence de la projection de Mercator qui déforme un petit peu l'image réelle des continents. Et comme vous le voyez, en termes de millions de kilomètres carrés, l'Afrique est plus grande que toute l'Europe, la Chine et les États-Unis réunis. Donc c'est donc un continent qui est énorme. Voilà la comparaison des tailles réelles
comparé à Mercator. Donc Mercator, c'est en bleu ciel. La dimension réelle, c'est en bleu foncé. Et à part l'Afrique, vous voyez que tous les autres pays méritent d'être réduits. Et l'Afrique garde son importance en termes de continent important. Voilà, l'Afrique, c'est le dispatch de l'aviation mondiale. On voit que l'Amérique du Nord génère un tiers du trafic aérien mondial, que l'Europe, à peu près pareil, on va dire. L'Asie-Pacifique se développe, mais l'Afrique ne représente aujourd'hui que 2,6%. Cependant, quel moyen de transport vous allez utiliser pour aller en Afrique demain? Comment allez-vous voyager entre un pays d'Afrique et un autre pays d'Afrique? Et par exemple, Dakar-Abidjan, c'est 1800 km. Et c'est comme si vous alliez de Paris à Minsk ou à Rabat. Et c'est 2h45 de vol. Donc ça représente un petit peu la dimension, parce que vu d'ici, Dakar-Abidjan, sur la carte, c'est pas très loin. Mais en fin de compte, c'est énorme comme distance. Par ailleurs, vous avez le choix, vous pouvez utiliser un autre moyen de transport. Donc évidemment, c'est très à la mode, on peut le faire en vélo. Mais il va falloir prévoir un peu plus de temps. Et il faut noter que le réseau routier n'est pas sécurisé, parce que vous allez traverser de nombreux pays dans des zones forestières ou désertiques. Le réseau ferroviaire interpays est quasiment inexistant, il faut dire ce qui est. Et le bateau, vous pouvez essayer, mais pas pour tous les pays d'Afrique. Et puis, si vous n'utilisez pas l'aviation, je vous souhaite bonne chance. Et puis, je vous dis au revoir maintenant. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est pas rien. Et un tiers de ces habitants font partie de la classe moyenne. Et c'est ces gens-là qui sont les personnes qui vont voyager. Donc, on peut considérer que le transport aérien en Afrique, aujourd'hui, c'est incontournable. Alors, les perspectives en termes d'aviation sont plutôt bonnes, puisque, malgré le Covid, évidemment, l'Afrique aura le troisième taux de croissance mondial à l'horizon 2040, avec l'Union européenne qui n'aura que 3,1% et l'Afrique aura 3,6% d'appareils en plus, environ 1560 appareils. Boeing estime que le marché africain de l'aviation commerciale a près de 400 milliards de dollars sur 20 ans. Donc c'est quelque chose d'économiquement très important. La progression de passagers, elle aussi, les tendances sont supérieures à celles en Europe, c'est 5,4%. Et cette activité représente environ 63 000 recrutements dans l'avenir, 19 000 pilotes, 20 000 techniciens, 24 000 membres du personnel navigant, ce qu'on appelle les PNC. Et les besoins en services commercial et techniques, c'est-à-dire que tout ce qui va tourner autour de l'aéroport ou de la compagnie aérienne ou de la vente, représentera 235 milliards de dollars. Donc l'impact est très important. Et les États africains ont compris l'importance de cette activité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que les États africains investissent dans leurs aéroports, mais aussi dans la création ou dans l'augmentation des flottes des compagnies aériennes et dans la modernisation. Donc en ce qui concerne le Sénégal, puisque j'ai un passé sénégalais, le Sénégal a construit un tout nouvel aéroport, un investissement de plus de 400 millions d'euros. Et puis, le Sénégal s'est engagé dans la création de sa nouvelle compagnie Air Sénégal, qui est une très belle compagnie, comme Mamadou va encore nous le dire tout à l'heure. Donc, l'Afrique, c'est un continent en plein essor, en plein bouillonnement, en plein développement. Les principaux chapitres de ce développement se basent, bien sûr, sur le numérique, l'accès aux services bancaires, les transferts d'argent, la communication. Les Africains ont absolument besoin de cet outil parce que depuis que le téléphone portable et les datas numériques existent, il y a eu un essor des échanges entre les populations. Autrefois, la téléphonie fixe était très difficile à avoir parce qu'il fallait construire des réseaux, tirer des lignes. Le fait de mettre des relais a permis cette explosion du numérique. Et aujourd'hui, il y a, encore une fois, au Sénégal, il y a beaucoup plus de téléphones que d'habitants. Donc je pense qu'on est à 15 millions d'habitants ou 16 millions d'habitants au Sénégal. On doit être sur quelque chose comme plus de 20 millions de téléphones. Donc c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et effectivement, les échanges d'argent entre Africains, mais aussi avec la diaspora des pays africains qui se trouvent en Europe ou aux États-Unis, est très importante. En termes de démographie, c'est là aussi un continent qui va se développer fortement. Ce sera le plus grand vivier de jeunes personnes, donc ce sera le premier vivier avec de la main-d'œuvre, et c'est une main-d'œuvre qu'il faudra qualifier. Donc il y a un enjeu qui est très important aussi sur ce point-là. D'un point de vue climatique, il est clair que l'Afrique détient des ressources naturelles, je dirais, importantes, et ce sont des matières premières nécessaires au développement pour faire des panneaux photovoltaïques, pour faire pour utiliser des matières premières pour faire des téléphones ou pour construire des choses
qui vont permettre l'application des accords de Paris, entre autres. Et puis, les Africains sont très friands des nouvelles technologies parce que c'est un outil essentiel aussi pour leur développement. Donc, en 2050, la population africaine va passer de 1,3 à 2,4 milliards. Donc, 2050, c'est pas si loin que ça. Si on regarde 30 ans en arrière, si on se souvient un petit peu de ce qu'on était, c'est pas si loin que ça. Et ben, dans 30 ans, ça va être, on va passer de 1,3 à 2,4 milliards. Plus de la moitié de la population aura moins de 25 ans, alors qu'en Europe ou dans les pays occidentaux, la population a plutôt tendance à vieillir. Et environ 95% de cette population, entre 15 et 24 ans, travaillera ou travaille déjà dans l'économie, ce qu'on appelle l'économie informelle. Donc c'est les échanges en espèces et sans traçabilité, qui est un vrai sujet pour les États africains, parce que ça échappe à tout ce qui est TVA, impôts, taxes et compagnie. Alors, nous sommes dans le club franco-risque, donc il faut quand même parler un petit peu de la francophonie. Donc, en 2050, le français pourrait, je dis bien pourrait, parce qu'on verra comment ça va évoluer, pourrait être la langue la plus parlée au monde. 750 millions de personnes la parleront contre 220 millions aujourd'hui. Et donc, 85% sera en Afrique, et principalement en Afrique subsaharienne. Donc, tous les pays qui ont été marqués par l'influence française. Et l'Afrique sera le continent où la langue française sera la plus parlée. Alors, je ne suis pas certain que ce soit vraiment la langue de Molière qui sera parlée, stricto sensus, mais en tout cas, on aura eu la langue française courante. Alors, peut-être ce sera du franc-wolof, hein, un mélange de français et de wolof au Sénégal, ou quelque chose d'adapté. Mais donc, c'est quand même des gens qui comprendront et qui feront les échanges avec cette langue. Donc, c'est très important. Et on voit sur le petit graphique que la proportion de l'Afrique par rapport au reste du monde en termes d'utilisation de la langue française. Donc, il faut donc s'intéresser à ce continent et s'y intéresser très sérieusement. Alors, aujourd'hui, on a l'honneur, le plaisir et la chance d'avoir M. Mamadouba qui nous a rejoints. Comme l'a précisé Marc, il a fait le grand écart entre Dakar, New York et Paris et Deauville pour être parmi nous, et je tiens encore à le remercier publiquement, sincèrement. Cependant, M. Jean-François Cotel, qui est le directeur général adjoint et directeur financier de l'aéroport d'Abidjan, lui, n'a pas pu se libérer. Et c'est pas facile, effectivement, de venir d'Abidjan à Deauville pour juste quelques heures. Mais bon, Jean-François nous a fait le plaisir de préparer avec nous cet échange. Et donc, Jean-François, comme vous le voyez, est originaire d'Amiens. Il a passé quelques années en France. Ensuite, il est allé en Côte d'Ivoire depuis 1987. Après avoir travaillé chez Cola, il est rentré à l'aéroport d'Abidjan dans le groupe Aegis. Et aujourd'hui, il est encore chez Aeria, donc qui est le nom de cette société mixte qui gère l'aéroport d'Abidjan. Alors, l'évolution du transport aérien à Abidjan depuis 2010 démontre que le transport aérien est quelque chose de très important pour la Côte d'Ivoire. Ça permet les échanges, l'augmentation des échanges économiques. Et puis, depuis 2013, la nouvelle compagnie Air Côte d'Ivoire a repris son envol, je dirais. Et puis, la compagnie Air France dessert énormément cette région. Et donc, aujourd'hui, le transport aérien en Côte d'Ivoire représente quelque chose qui est essentiel pour leur développement économique. Donc, on voit ici, en bleu, l'évolution annuelle du trafic de l'aéroport d'Abidjan, qui, avant la crise Covid, se situait à 2,2 millions de passagers par an. Et puis le cumul, donc on voit que c'est au cours des 10, 11 dernières années. Pour information, l'aéroport de Dakar était à 2,5 millions, et donc c'était un challenge entre lui et moi, enfin eux et moi, de celui qui aura la première place. Alors pour l'anecdote, c'est encore plus sensible pour moi, parce que le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, m'avait demandé de veiller à ce que le Sénégal reste toujours devant la Côte d'Ivoire. Donc j'espère qu'avec Mamadou, on continuera. On continuera. Voilà donc un rapide tableau brossé de la situation africaine. Donc maintenant, je vais passer la parole au prochain orateur qui est Christophe. Vous avez bien sûr, vous allez recevoir toutes les slides et les informations qui sont là. Il y a la possibilité de les récupérer dans la Braille, ou vous pouvez aussi aller sur le club franco-risque et vous verrez que on a des informations sur cette activité. Et notamment hier, on a fait un atelier
une convention sur l'investissement en Afrique. Et si vous voulez retrouver, il y a notamment une présentation de Pedro Novo du BPI, vous pouvez retrouver des informations là-dessus en allant sur le Club franco-russe. Christophe, merci. la parole est à la sur À l'accusé, oui, je sais ce que vous pensez tous, donc je vais essayer d'endosser ce costume d'assureur-voleur, hein, puisqu'on en parlait un petit peu lorsqu'on a préparé les différents ateliers. Donc peut-être juste pour essayer de planter un petit peu le décor. Je n'ai pas dit qu'il fallait planter l'ambiance, mais qu'on va planter le décor déjà pour commencer, pour essayer de vous montrer du point de vue de l'assureur et comment les assureurs peuvent percevoir. Alors évidemment, nous ne sommes pas le seul assureur, mais nous sommes un monoliner, donc comme on dirait dans la francophonie, on est vraiment un pur player et un monoliner. On ne fait que ça, on ne fait que de l'assurance aviation et de l'assurance spatiale. On en fait depuis plus de 70 ans. On travaille dans l'ensemble des pays du monde. Et je pense qu'on a une expérience, en tout cas, on a une continuité d'activité, une continuité d'approche en n'ayant jamais voulu faire autre chose que ça. Donc on a essayé de suivre l'évolution de chacun des marchés, de chacune des régions du monde. Et je pense que ça nous donne un petit peu ce recul et cette sagesse-là d'essayer d'appréhender les choses avec un peu plus d'objectivité, un peu moins d'émotivité. Donc on n'est pas dans l'émotion de faire ou de ne pas faire, on n'a pas de principe très arrêté sur il y a des choses qu'on ne veut absolument pas faire, etc., etc. Donc je pense que l'idée de cette présentation, c'est de vous donner un certain nombre d'éléments objectifs, en tout cas pour apprécier ce qui est véritablement le marché du transport aérien sur le continent africain. J'ai trouvé, hein, quand on a préparé cette présentation, le graphique de Xavier particulièrement intéressant sur la représentation géographique de l'Afrique, hein, qu'on a l'habitude de faire avec un continent relativement étroit si on le compare aux États-Unis. Et on voit bien là que quand on voit la véritable distance, on sait bien qu'il y a une corrélation très forte de l'activité aviation par rapport à deux facteurs. Le premier, qui sera illustré juste après, c'est bien sûr les richesses. Hein. Plus on a des pouvoirs d'achat, c'est quand même l'avion est quand même un produit encore relativement cher, même s'il a tendance à se démocratiser. Et surtout les distances, puisqu'en général, on prend l'avion, et ça a été très bien expliqué, parce que les infrastructures, finalement, le transport aérien, c'est construire deux morceaux d'autoroute de 4-5 km à deux endroits différents, et puis ensuite on a un véhicule magique qui permet de faire ça, alors que s'il fallait construire toute l'autoroute de 1800, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 km, ça prendrait évidemment beaucoup plus de temps et ça coûterait évidemment beaucoup plus cher de le faire. Et on aurait un rapport à la distance qui n'est pas du tout le même. Donc je vais essayer de vous indiquer un certain nombre d'informations. 3 slides qui sourcent AON. D'ailleurs, je remercie AON est dans la salle, donc je n'avais pas prévu ça à l'avance, mais sur l'évolution du nombre d'aéronefs et du nombre de cycles, un petit peu des éléments de comparaison. Quand on parle de l'Afrique, évidemment, il faut se comparer au reste du monde et voir un petit peu comment ça se projette. Sur les compagnies aériennes majeures, là aussi, on va essayer de vous donner un certain nombre d'éclairages sur ce que représente véritablement la flotte des compagnies africaines par rapport au reste du monde, en nombre d'aéronefs, en activité, en nombre de passagers transportés, etc. Les aéroports, de la même manière, de mettre un petit peu en perspective ce qu'est l'activité aéroportuaire au travers de la planète et ce que représente finalement l'Afrique. Un élément quand même assez important que je voulais mettre en lumière, c'était la régulation du trafic aérien en Afrique, avec alors d'un niveau d'excellence, et c'est ce qu'on a cité ici, vers un niveau un petit peu moins développé. Hein. Je veux dire, on a un contraste relativement important entre cet opérateur-là qu'on a voulu citer et illustrer, qui fait un travail extraordinaire et qui permet d'être à des niveaux de qualité. C'est exactement la petite introduction de Marc. Hein. En général, quand on prend l'avion, on ne se demande pas si on est bien assuré, mais on se demande plutôt si le pilote a bien les bonnes formations, si l'aéronef est correctement entretenu, et puis si le système de régulation du trafic est aux normes et conforme. Donc je pense que c'est des éléments très importants pour essayer de vous donner notre perspective de ce qu'est le risque à couvrir sur le continent africain. Et puis enfin, quelques éléments de contexte aussi par rapport au Covid, et aussi pour essayer de vous faire percevoir que l'effet de Covid a eu lieu tout
tout au travers de la planète, et comment est-ce que l'Afrique s'est comportée par rapport à ça? Est-ce que ça a été plus accentué, pas accentué, où on se situe par rapport à ça? Alors, sur ce premier graphique, hein, c'est simplement pour faire un petit jeu de couleurs. Hein, il n'y a pas vraiment beaucoup d'indicateurs pertinents, mais c'est très visuel. On va essayer de considérer qu'il y a dans le monde, qu'on peut considérer le marché de l'assurance aviation en 5 régions. Ces 5 régions, elles sont matérialisées par un jeu de couleurs ici. La première région, c'est les US, qui est le marché le plus important encore aujourd'hui mondial, qui est le marché un peu historique. Hein. C'est une grosse activité qui vient des États-Unis. Niveau de PNB très, très élevé, pays géographiquement assez large, des infrastructures, mine de rien, pas très développées. Donc on a besoin du transport aérien pour se rendre d'un endroit à l'autre aux États-Unis. La deuxième partie, c'est les régions à fort PNB. Hein. Donc là, on se retrouve en gros avec l'Europe de l'Ouest et le Japon. La troisième région, pays à PNB moyen, Europe de l'Est principalement. Région 4, on va avoir des pays à plus faible PNB. On retrouve essentiellement la zone Asie, alors avec et sans l'Afrique, hein, puisque l'Afrique a été mise dans un jeu de couleurs un petit peu différent. Donc c'est par rapport à ces régions-là que, si vous voulez, on a mis un certain nombre de critères sur le management, sur l'expérience des pilotes, sur les éléments culturels, les niveaux de vie, sur les infrastructures, comment les infrastructures sont organisées, etc., pour nous permettre un petit peu de qualifier dans chacune de ces régions quelles sont les typologies de risques qu'on va pouvoir rencontrer. Et donc l'Afrique est traitée ici. Si je rentre un petit peu plus dans le détail des expositions, donc on voit ici le nombre total d'aéronefs. Hein. Alors là, on ne parle évidemment pas que de la petite aviation, hein. On parle vraiment des avions de ligne. Hein. Donc on a à peu près un peu plus de 30 000 aéronefs dans le monde. On se rend compte qu'aujourd'hui que la zone 1 et la zone 2 en absorbent la grande majorité. Hein. Zone 1, je vous le rappelle, c'est les États-Unis, et puis la zone 2, c'est l'Europe et le Japon, pour faire court, qui ont chacun à peu près un peu moins de 10 000 aux États-Unis, un petit peu moins de 10 000 également, plus proche de 10 000 pour l'Europe. En Afrique, aujourd'hui, on est sur 1000 aéronefs. Donc, vous voyez, c'est un trentième de la flotte mondiale aujourd'hui qui est estimée. Donc, c'est aussi pour essayer de relativiser les choses. Donc, effectivement, voilà, l'intérêt de l'assureur ou l'intérêt du marché, c'est aussi par rapport au volume d'activité qu'il y a à traiter. Je pense que vous faites tout ça dans vos business respectifs. Vous regardez quel est votre marché potentiel, vous regardez les efforts qui sont à déployer, vous regardez quel investissement ça peut représenter, et puis ensuite vous tirez vos stratégies de commercialisation, d'attaque du marché, ou au contraire de segmentation, de dire dans certains cas on y va ou on n'y va pas, etc. Donc ça, ce sont des éléments objectifs. Alors avec quelques petites flèches qui donnent un peu les tendances, c'est remis un petit peu en perspective par rapport au Covid. Hein. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Ces chiffres-là sont actualisés chaque année par nos amis d'E.ON, mais je dirais qu'ils sont quand même à prendre avec un petit peu de précaution dans les dernières années, parce que les tendances, la stabilité, j'allais dire, du trend n'est pas acquise. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, bien malin sera celui qui peut prédire comment le trafic va reprendre à un horizon de 1, 2, 3 ans par rapport aux événements de Covid. Le nombre de cycles. Alors un cycle, c'est tout simplement un décollage et un atterrissage. Hein. On compte ça pour un cycle. En général, la qualité d'un bon pilote, c'est d'avoir à son actif autant d'atterrissage que de décollage. A priori, c'est plus prudent. Hein. Je pense qu'il y a peu d'expériences où on a un chiffre qui peut être différent. Donc là aussi, vous voyez ce nombre de cycles qui s'affiche, avec toujours régionalisé. Alors évidemment, 2019, c'était avant Covid, 2020, 2021, on est dans les années Covid. Donc vous voyez quand même que ça décrante un peu assez fortement. Là encore, vous avez à peu près la proportion de ce que représente l'Afrique, qui est relativement conforme à sa part de marché mondial, je dirais. C'est un petit peu ça qu'il faut retenir, en tout cas au travers de ces slides. Et vous le voyez, l'Afrique n'a pas décranté plus ou moins par rapport au Covid. Je pense qu'on est sur des chiffres qui sont très homogènes au travers de la planète. Sur les compagnies aériennes dans le monde, alors on a en mesure d'exposition chez les assureurs et les réassureurs des listes fermées, hein, avec un certain nombre de noms. C'est des compagnies qui sont toutes immatriculées IATA, hein, donc c'est un organisme
externes qui pilotent cette activité-là. Et donc, du coup, on répertorie dans ce qu'on appelle le Schedule A, c'est toutes les grandes compagnies du monde, hors US. Il y a un Schedule B qui ne regroupe que les compagnies US. Donc, si on prend l'ensemble des compagnies d'aviation de ce Schedule A, donc des grandes compagnies, entre guillemets, hein, par la taille, le nombre de passagers, le nombre d'aéronefs, etc., vous avez ici, sur cette quarantaine de compagnies qui sont répertoriées, on a mis en surlignage celles qui sont aujourd'hui sur le continent africain. Donc là, pareil, vous vous retrouvez avec six compagnies qui sont identifiées sur 40 ici. Si je vais dans ce qu'on appelle le schedule, enfin le secondary schedule, c'est-à-dire le tier 2, si vous voulez, la deuxième rang, vous avez là aussi sur l'ensemble des compagnies qui sont répertoriées dans le monde, vous en avez une aujourd'hui qui est sur le continent africain, c'est Air Madagascar. Donc là aussi, pas de jugement, un constat. On se retrouve avec des groupes qui se sont constitués, des grands groupes qui se sont constitués au travers du monde. Et l'Afrique a sa part de marché, je dirais, mais a une part de marché qui est relativement limitée par rapport à ces indicateurs-là. Les aéroports, ça c'est un point important. Et là, je sais que j'ai en face de moi des spécialistes, hein, donc je ne vais pas en dire beaucoup. On va se contenter de quelques chiffres. Le plus grand aéroport du monde qui fait transiter le plus de passagers aujourd'hui, ça reste Atlanta. Alors ces chiffres-là sont certainement avant Covid, hein, donc on espère qu'on va revenir à peu près à cet étiage, mais enfin que peu importe, tout le monde a décranté à peu près dans les mêmes proportions. Donc on voit une centaine de millions de passagers par an. Atlanta, Pékin, pareil, on est à quasiment 100 millions de passagers par an. Le 40e, alors ici, si vous cherchez des choses plus connues, Charles de Gaulle, on est à 70 millions. Donc on est à peu près là. Hein. On est en dixième position. Et le 40e, c'est Miami, avec de l'ordre d'une quarantaine de millions de passagers. On a fait la même chose pour l'Afrique, et on se rend compte évidemment qu'il n'y a aucune de ces compagnies qui est dans le top 40 mondial. Et le premier aéroport situé sur le continent africain, c'est en Afrique du Sud. Je prends mon papier parce que c'est écrit un petit peu petit. Et on est à une vingtaine de millions de passagers. Donc vous voyez qu'on est à la moitié du 40e mondial. Et on est ici, on est à Johannesburg. Par exemple, si on prend un aéroport au Maroc, Casablanca, on est à une dizaine de millions de passagers transportés. Donc là aussi, ça vous donne, encore une fois, des indicateurs. Je rejoins tout à fait Xavier dans son analyse que le potentiel de développement, si on regarde ces chiffres dans 10, 20 ou 30 ans, alors ce sera plus forcément moi, c'est sûr, mais même certains d'entre nous, on sera peut-être plus forcément là pour le faire. Mais bien sûr, cette donne peut être complètement transformée. Mais en tout cas, ça, c'est le constat, je dirais, ici et maintenant. C'est une réalité à laquelle il faut pouvoir faire face. Alors quand même, des exemples très positifs de ce qui se fait, hein, on a voulu, et c'est un risque d'ailleurs qu'on a étudié, voire souscrit, je m'oriente vers mes collègues, oui, je pense qu'on a pris une participation sur ce risque-là. La régulation du trafic aérien par cet organisme ASECNA qui est remarquable de professionnalisme et d'expérience, hein, qui fédère un certain nombre de pays africains. Hein, ils sont cités dans la première slide que je vous ai présentée, et qui, je dirais, de notre point de vue, nous met à des normes tout à fait comparables à ce qui existe partout ailleurs dans le monde. Donc quand on a cette espèce de messages peut-être parfois un peu enregistrés en se disant bon, est-ce que c'est tout à fait aussi régulé, est-ce que c'est fait de manière aussi entre guillemets sérieuse ou professionnelle, etc. On n'est pas du tout dans ce débat-là. Là, je peux dire, là, on est sur une activité qui est déjà hyper régulée par la réglementation internationale, mais qui en plus mise en pratique. Et dans les faits, on est vraiment sur des niveaux de qualité de gestion du risque qui nous paraissent tout à fait optimales. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dire. On est sur des qualités aussi de flotte. Hein. Je veux dire, quand on étudie évidemment en tant qu'assureur, on étudie lorsqu'on prend un risque, on étudie quelle est la flotte, quelle est la formation des pilotes, l'entraînement des équipages, les infrastructures, enfin tous ces principes-là. On a d'ailleurs,
crois que c'était hier, hein, le 1er ou avant-hier, le 1er février, on a renouvelé une part importante sur le risque d'Air Sénégal, vous voyez, donc c'était pas prévu, hein, je ne savais pas que M. Ba allait être présent aujourd'hui, mais en tout cas, on a même augmenté notre participation sur ce risque-là, parce qu'on estime effectivement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence de qualité, de risque et d'opération. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un point important aussi qu'il faut souligner, et cette organisation ASECNA a fait un travail remarquable, et ne couvre qu'une partie de l'Afrique, mais en tout cas qui nous met à des normes tout à fait comparables avec ce qui existe partout ailleurs dans le monde. Puis le Covid est arrivé. Le Covid a quand même gommé, ça je crois qu'il faut aussi le dire pour vous en élément de contexte, parce que les assureurs aviation, les assureurs, les réassureurs, les courtiers doivent aussi faire face à un marché qui s'est effondré de l'ordre de 30-40% minimum. C'est-à-dire qu'on a 30 à 40% de nos affaires, ou en tout cas du potentiel assurable qui a disparu, qui s'est volatilisé en l'espace de quelques mois ou quelques semaines. Donc, quelle est l'industrie qui peut résister facilement avec à un carnet de commandes qui diminue et qui s'envole de 30, 40, parfois plus %. Donc, on a perdu 20 ans de croissance. C'était un marché qui était en croissance permanente. Et l'impact qu'on a voulu matérialiser ici, au travers de cette courbe relativement longue, c'était tous les effets macroéconomiques qu'on a pu connaître, ou en tout cas tous les effets, même des guerres, les attentats du World Trade Center, les crises pétrolières, etc. Vous voyez ici que c'est complètement anecdotique dans la croissance mondiale de l'aérien. Sur ces petits plateaux-là, c'est toute petite chose. À côté de ça, on a un virus qui arrive de nulle part et qui finalement ne provoque pas autant de dégâts que ça. Hein. Et finalement, regardez la courbe, tout s'est écroulé de manière conséquente et dramatique pour cette industrie. Le graphique d'à côté vous donne simplement la décomposition par région. On voit que l'Afrique, qui est en vert ici, a décranté, j'allais dire, à peu près au même niveau, est tombé un peu plus bas que d'autres continents, et puis est revenu et se retrouve à peu près au milieu. Hein. Si vous voyez tous ces serpentins de couleurs, vous voyez la couleur plutôt verte qui est au milieu de la courbe. Donc je dirais là non plus, pas de caractère atypique. Ça s'est passé de la même manière qu'on parle de l'Afrique ou qu'on parle du reste du monde. Tout le monde a subi un petit peu les mêmes effets de cette crise Covid. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade. Merci Christophe. Je crois que c'était la présentation nécessaire et qui permettra ensuite de débattre à nouveau. Donc maintenant, je vais donner la parole à Mamadou Ba qui va présenter son point de vue en tant que Air Sénégal et qui va vous montrer un peu ce que c'est que cette compagnie Air Sénégal et quels sont ses enjeux. Donc Mamadou, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, je suis vraiment ravi d'être là parmi vous. Je tiens à remercier particulièrement Xavier Marie qui m'a convié à cette présentation et j'avoue que je découvre et c'est un grand plaisir parce que c'est un domaine très important pour nous en tant que compagnie aérienne. Le marché de l'assurance, c'est quand même un poste de... Bon, excusez-moi, c'est un poste de coût. C'est un poste de coût très important et donc qu'on regarde particulièrement. Et M. Bernadette qui est là, chez Willis, avec qui on travaille depuis 3 ans, en sait quelque chose. Donc on travaille énormément le sujet et on continue de travailler le sujet et ça va continuer encore parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc cela étant dit, donc, je vais parler un peu de Air Sénégal. Alors, je m'excuse, les slides sont en anglais parce que bon, on est quand même un peu aussi, on travaille avec un monde un peu globalisé, donc du coup, je n'ai pas eu le temps de les traduire en français. Mais je vais me faire l'effort de vous présenter la quintessence des slides. Donc, pour parler de Air Sénégal, on a parlé de l'Afrique, on a parlé des aéroports en Afrique et des compagnies aériennes en Afrique. Nous, pour ce qui est du Sénégal, c'est notre 3e ou 4e compagnie aérienne. Je
Je ne vais pas revenir sur les anciennes, ce qui s'est passé. Mais cette compagnie aérienne, ça part d'une, comme Xavier Marie en a parlé de l'aéroport, parce qu'il y a un aéroport nouveau et la compagnie aérienne fait partie d'une vision globale, donc d'une stratégie nationale de développement de l'aéronautique. Et donc, c'est dans un pool d'une vingtaine de projets, en gros, pour faire simple. Et donc, c'est ce qu'on appelle toujours au Sénégal le plan Sénégal émergent, donc PSE, le plan Sénégal émergent. Donc, le développement des infrastructures aéroportuaires et aériennes sont un pilier parmi l'ensemble de ces projets. Et donc, sur l'aéroport, il y a eu au bas mot 400 millions quand même qui ont été injectés pour développer un aéroport. Quand on développe un aéroport d'un certain niveau, ça n'a pas de sens de le faire pour d'autres compagnies aériennes. Donc pour le faire, il faut aussi avoir une vision un peu plus globale. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette composante compagnie nationale, donc compagnie basée. Et donc notre vision, c'est de la même manière que ce qui a été fait un peu en Afrique de l'Est, excusez-nous, hein, on est un peu ambitieux. En Afrique de l'Est, on a l'Éthiopie avec Ethiopian, donc qui est quand même tout ce qu'on peut dire, plein de choses sur l'Éthiopie. Il y a une constante qui reste, c'est Ethiopian. On parle de guerre, on parle de tout ce qu'on veut, mais Ethiopian est resté malgré toutes les situations que l'Éthiopie a traversées. Et donc, c'est une composante très importante, même dans l'aéronautique mondiale aujourd'hui. Et donc, ce qui a été fait avec Ethiopian en Afrique de l'Est, on ambitionne de faire quelque chose de similaire, ou peut-être, excusez-moi une fois de plus, peut-être même un peu plus grand, je ne sais pas à quelle échéance, mais en tout cas, c'est la vision qu'on a. Donc, de développer un hub sur l'Afrique de l'Ouest qui arroserait aussi le monde et donc qui couvrirait non seulement l'Afrique, mais aussi qui connecterait l'Afrique au reste du monde. Et donc, pour ça, il faut quand même des préalables. Ces préalables, on est en train de le mettre. Donc, ce sont des investissements importants à notre échelle qui ont été faits. Au-delà de ça, il faut beaucoup de choses. Il faut un capital humain, il y a des préalables. Et nous, au sein d'Air Sénégal, ce qu'on se dit, c'est que pour développer cette compagnie, il nous faut bâtir nos piliers. C'est quoi nos piliers? Et ce sont les 3 piliers que je vous mentionne là. Le premier d'entre eux, c'est la sécurité. Parce qu'on est quand même en l'air. On ne repose sur rien. Et donc, c'est extrêmement important d'assurer la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas en 20 mots, la sécurité, c'est dans tous les domaines. Ça commence par le salarié qui rentre dans son poste de travail, ça commence par la sélection des équipages, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux la sécurité. Une fois qu'on a parlé de la sécurité, notre deuxième pilier, c'est la satisfaction client. On peut mettre toute la sécurité, tout ce qu'on veut, en bon cœur et tout, mais si les clients ne sont pas là, après tout, ça ne sert à rien. Le troisième pilier, c'est que s'il y a la sécurité, les clients sont là et c'est bien, mais il faut que ça gagne de l'argent. Et donc, si l'efficacité économique n'est pas là, c'est juste une question de temps, mais on va finir par mettre la clé sous le paillasson. Et donc, c'est extrêmement important donc, du coup de travailler. Ces 3 piliers sont extrêmement liés. L'un ne peut pas sans l'autre, il s'en va de soi. Et pour ça, donc, on a fait des investissements, des choix sur la flotte. Donc, on est parti sur une flotte neuve, jeune, parce que ça contribue à la sécurité, ça contribue aussi à la satisfaction du client, ça contribue aussi aux performances financières, parce qu'on parle de kérosène, ça coûte cher. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes une compagnie très jeune. On a 3 ans d'existence. On a commencé notre première route, c'était en 2018, mais en 2018, c'était juste national, donc réseau domestique. On a fait 40 000 passagers en 2018. En 2019, on a commencé la route Paris, qui est notre route phare en 2019. Et en 2019, on a fait 400 millions. Donc, on n'est pas 400 000.
Bon, on ambitionne les 400 millions, mais ça, c'est dans un certain temps. Mais ça va venir. On y croit. Et donc, on a fait 40 000. De 40 000, on est passé à 400 000 en 2020. Et voilà, on ambitionnait en 2021 de passer à 800 000. Bon, c'est passé ce qui s'est passé entre-temps. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais malgré tout, malgré la Covid, on a quand même fait voilà, les 500 000. Donc, là, c'est nos routes actuelles. La dernière qu'on a ouverte, c'est la route de New York. Donc, on fait Dakar, New York, Baltimore, donc aux États-Unis. Bon, on nous avait dit que vous êtes jeune, vous êtes incapable d'y aller, c'est trop tôt. Bon, comme on dit souvent, impossible n'est pas français, je dirais aussi impossible n'est pas sénégalais. Voilà, on l'a quand même fait. On s'est dit qu'on est une compagnie jeune, on a une certaine ambition. On ne peut pas y aller tout seul. Il faut être accompagné. Comme on dit, quand on est petit, il faut se mettre sur les dos d'un géant pour voir plus loin ou pour aller plus loin. Et donc, du coup, on a des partenariats vraiment forts avec certains amis comme Airbus. Par exemple, si on prend le cas de Navblue, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, par exemple, pour l'analyse de nos vols, c'est quelque chose de très important au niveau de la sécurité. L'analyse, par exemple, des données de vol, une fois que les vols sont terminés, il faut aller rejouer les vols pour voir comment le pilote s'est comporté, etc., pour éventuellement dire il y a ceci, il y a cela qui ne va pas. On travaille avec AK Technologies, par exemple, pour tout ce qui est le suivi de la navigabilité. Ça aussi, c'est un aspect très important. On travaille avec les gens comme Air France Industries pour la maintenance. Donc voilà, quelques-uns, Rolls-Royce, par exemple pour le suivi des données moteurs. Donc c'est de voir comment le moteur se comporte, etc. pour la maintenance. On a exactement la même chose. Moi, je n'ai pas mentionné ici, mais comme on est depuis le mois de décembre, donc opérateur des A220. Donc, on travaille aussi avec Pratt & Whitney sur exactement la même chose. Donc, notre flotte, on a une flotte, comme je le disais, qui est très jeune. On a des ATR, on a 2 ATR 72. On est le premier opérateur en Afrique des A330 Neo, dont on est propriétaire. On a des A319 et des A321 qui sont en location chez Carlyle. Et puis, comme je le disais tantôt, on est aussi depuis décembre opérateur des A220. Donc, on en a pris 8. Donc, le premier est arrivé au mois de décembre et puis on en a 2 autres qui vont arriver en fin d'année. Donc, ça, ce sont des données de AON et de... Bon, donc ça, je pense que je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, mais juste pour dire, je pense, le pointeur. Ça marche pas. Juste pour dire que, en fait, nous, on est arrivé là, ce qui fait que nos assurances, bon, voilà. C'est ça, hein? Vous pouvez confirmer. Voilà, on est vraiment arrivé, je ne dirais pas au mauvais moment, mais voilà, la situation, elle est là. On a une réalité, il faut qu'on fait avec la réalité, qui est ce qu'elle est. Donc, ce qui fait que nos coûts d'assurance sont d'un certain niveau. Tout le travail qu'on fait avec les assureurs, avec notre partenaire, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer nos coûts et donc pour diminuer le risque pour vous. Et pour ça, on est vraiment ouvert à toutes les suggestions. Donc ça, c'est pour nous expliquer que parce que, merci encore M. Bernadac, parce que moi, je ne suis pas du domaine de l'assurance, à vrai dire. Et ce qu'on m'expliquait, c'est que même si on est au Sénégal, la moindre chose qui se passe de l'autre bout du monde, ça vous impacte.
Je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, bon, qu'on regarde ce que moi j'ai fait, qu'on regarde mes paramètres intrinsèques et qu'on me juge là-dessus, qu'on me dise, voilà, votre risque, il est ceci, parce que vous faites ceci et cela. Mais parce qu'il y a un événement qui s'est passé de l'autre bout du monde, qu'on me dise, ah ben, on est désolé, même si vous n'y êtes pour rien, il faut quand même que vous preniez votre part de la chose. Je dis, c'est un peu injuste. Bon, voilà. Le débat donc, va voilà. bientôt commencer sur... Voilà, donc du coup, moi, ce que je demande tout le temps, c'est que, voilà, qu'on nous juge pour ce que nous sommes. Vraiment. Et, qu'on ne nous dise pas, ouais, vous êtes Afrique, vous êtes, voilà, la zone 5 que j'ai retenue. Vous êtes la zone 5, c'est un panier à crabes, ben, tout le monde est pareil. Donc, on est désolé, mais c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment le genre de discours que pour moi, ça ne passe pas. Je veux être jugé pour ce que je suis. Si on me dit, voilà, vos pilotes, ils font ci, ils font ça, parce que vous avez une sinistralité qui est ceci et cela, je dis, ah, bon, travaillons là-dessus. Ça, je suis d'accord. Mais qu'on me dise, voilà, un avion est tombé de l'autre côté, bon, c'est une vague, c'est un vent, mais bon, c'est comme ça, c'est difficile à vraiment, voilà. Et du coup, nous, on travaille énormément en interne pour maîtriser notre risque, pour essayer en tout cas de faire tout pour diminuer le risque. Et on est prêt aussi, on est à l'écoute, on est prêt à travailler avec les assureurs, avec tout le monde, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer le risque. Et donc, pour tirer un tout petit peu les choses. Donc, pour ça, on travaille énormément sur les ressources humaines, parce que c'est quelque chose qu'on a compris qui est extrêmement important. Les pilotes, ben, il faut quand même voilà, bien les sélectionner. Quand on les sélectionne, il faut les mettre dans des... Voilà, il faut les donner des procédures strictes. Non seulement donner des procédures strictes, mais aussi il faut avoir des boucles de contrôle derrière. C'est-à-dire, on a sélectionné un pilote, on lui a dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, ou il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et derrière, il faut qu'on fasse l'analyse des données, qu'on regarde, est-ce que le gars qu'on avait trouvé qui était très bon, parce qu'il a un nombre d'heures qu'il faut, etc., il a fait telle compagnie, très bien. Mais est-ce qu'en venant chez Air Sénégal, est-ce qu'il n'a pas une déformation? Est-ce qu'il ne se dit pas, oh, c'est chez Air Sénégal, on peut se permettre des choses? Et donc, voilà, il faut qu'on vérifie derrière que le pilote, il est bien carré, il suit voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément et sur lequel on ne transige pas. Donc, voilà, on a des procédures sur lesquelles on ne transige pas. Ensuite, il y a la formation. Pareil, la formation aussi, nos pilotes, que ce soit les pilotes, que ce soit les équipages de façon générale et même le personnel au sol. Donc, il y a des formations. Il y a une culture de risque qu'on travaille, sur laquelle on travaille au quotidien. C'est-à-dire, on est dans un environnement, il ne faut pas que les... Bon, là, je vais revenir un tout petit peu sur certaines choses. Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude de l'aérien. Donc, quand on les fait entrer dans un domaine qui est aussi sensible, il faut développer une certaine culture, il faut développer un certain nombre de réflexes. Donc, on a des outils, on a des formations, on a un certain nombre de choses qu'on a mis en place pour que les gens, voilà, quand ils sont chez eux, ils peuvent se comporter comme ils veulent. Mais en rentrant là, c'est comme dans le nucléaire un tout petit peu. Donc, il faut qu'il y ait cette culture du risque. Là, je franchis un pas, c'est un autre domaine. Il faut que je garde toute ma tête froide et que je regarde les choses vraiment de façon structurée. Et c'est un travail sur lequel on continue de faire énormément d'efforts. Et en tout cas, on espère et on voit déjà en tout cas, les résultats et on espère que ça va continuer. Ensuite, on a parlé des procédures. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire on ne laisse pas les gens décider de ce qu'ils vont faire ou comment ils vont le faire. Il faut que les choses soient voilà. On ne cherche pas à faire des robots, mais d'avoir des gens quand même qui sont structurés, qui sont encadrés, et qui ne vont pas, dans certains cas, en tout cas dans beaucoup de cas, décider de par eux-mêmes de faire des choses qui ne sont pas forcément... Peut-être il y a la bonne intention, mais derrière, ce n'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc voilà, globalement c'est ça. Je pense que surtout on pourra discuter si vous avez des questions sur Air Sénégal, sur notre assurance.
voilà, je serai très ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Mamadou, je crois que... Et c'est pas parce que le Sénégal a gagné hier le match de foot qui montre combien il reste encore à faire pour gagner la finale. Bravo, bravo. Merci. En fait, cette intervention, elle est vraiment intéressante parce que on a ce focus Afrique, hein, mais en fait, ce que disait Mamadou et ce qu'on disait aussi Xavier, c'est un focus qui peut être général. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le prix de l'assurance, hein, et donc, c'est maintenant qu'on va un peu débattre entre nous. Et donc, Xavier va poser la question qui fâche, après celle qu'il a déjà posée. Mais il va la poser aussi au titre de ancien patron de l'aéroport de Dakar. Pourquoi est-ce que c'est difficile de placer les risques? Et puis, comme on est quand même à l'AMRAE, on n'est pas dans un atelier franco-risque, c'est une vision globale qui est intéressante d'avoir. Et c'est pour ça que Christophe Grabert va nous éclairer sur cette position-là. Hein? Bien, alors, contrairement à ce que disait Christophe, les assureurs ne sont pas des voleurs, sinon ça se saurait, n'est-ce pas? Donc, effectivement, moi, je me place sur la personne qui a dû négocier aussi les contrats d'assurance d'un aéroport tout neuf. Donc, c'était pas facile, Mamadou, pour une compagnie toute neuve. Et donc, avec l'évolution de la pandémie, le trafic aérien, comme on le sait, s'est fortement régressé. Et au cours des deux dernières années, que ce soit aéroport d'Abidjan, aéroport de Dakar ou d'autres amis du secteur, on a eu des exemples d'augmentation des primes entre 15 et 50%. Donc c'est énorme puisque on est dans une période où les revenus diminuent et les coûts augmentent. Donc c'est très difficile à soutenir. Comme l'a précisé Mamadou, donc on a les répercussions des pertes du secteur. Donc d'abord, il y a la chute du trafic. On nous dit, ben voilà, il y a eu beaucoup d'avions qui ont été bloqués au sol, grounded comme on dit. Et de ce fait, les primes ont baissé sur ces appareils. Donc le marché global, les recettes globales ont baissé. Donc on répercute sur un peu tout le monde, on répartit. Et puis voilà, il y a eu des accidents qui ont lieu dans le monde, particulièrement les deux accidents du 737 MAX qui ont été très douloureux avec beaucoup de victimes, mais qui se répercutent sur l'ensemble du secteur et aussi sur les clients qui ne sont pas des clients de Boeing, alors que c'est Boeing qui a été défaillant. Alors aujourd'hui, nos enjeux, c'est évidemment trouver un courtier qui connaisse le continent et la réglementation, puisqu'en Afrique, il y a des réglementations qui sont propres. Tout d'abord, l'OADA, qui est un encadrement juridique, et puis le code interafricain des assurances, le CIMA, qui permet de gérer un petit peu le marché de l'assurance en Afrique. Donc on a du mal à trouver un courtier qui connaisse le continent, ses réglementations, et puis on a aussi du mal à identifier des acteurs locaux, puisque les compagnies d'assurance ne sont pas toujours représentées, tout au moins à la hauteur de ce qu'on voudrait, parce que si c'est pour faire du risque de la personne ou de la flotte automobile, on trouve facilement, mais dès qu'on attaque des montants importants comme une flotte d'avions ou une aérogare, c'est tout à fait différent. Difficulté aussi à trouver des courtiers africains qui sont en mesure de traiter avec les sociétés d'assurance pour des risques élevés, donc comme je viens de vous le dire. Et il ne faut pas non plus rêver, c'est que des courtiers dans le monde, il y en a beaucoup. Et donc l'aéroport de Dakar, on a eu du mal à trouver un courtier qui nous apporte le service attendu. Et comme la gouvernance de l'entreprise Aéroport de Dakar était turco-sénégalaise, c'est un courtier turc qui nous a fait l'assurance. Donc, même si on est dans la zone franco-risque, même si on est dans la zone Afrique avec une forte présence occidentale et française, il ne faut pas rêver, il y a d'autres gens qui sont prêts à prendre le boulot. Et donc pour nous, ça a été une véritable surprise de voir des sociétés avec des représentants français, quelquefois amenés par un courtier qui était turc. Et avec des conditions tout à fait normales, bien sûr. Donc il faut identifier des compagnies d'assurance qui s'intéressent à la zone Afrique. Et puis, là, c'est un plaidoyer de Mamadou et de moi, c'est pouvoir accéder à des tarifs similaires aux autres compagnies internationales, c'est-à-dire avoir le même positionnement sur le marché. Alors, c'est sûr que quand on regarde les films de Humphrey Bogart ou je sais pas quoi, on voit l'aviation papa des années 60 avec une imagerie d'Épinal un peu désastreuse pour l'aviation. Tout ça, c'est fini. Vous allez sur les aéroports, les principaux aéroports africains qui étaient dans la liste de Christophe tout à l'heure, ce sont des aéroports qui sont dignes de ce qu'on se trouve en Europe, aux États-Unis, etc.
On ne peut plus rigoler avec ce genre de choses. Et donc, c'est très important. Donc, il n'y a pas de raison qu'un aéroport africain ait un traitement différent si tout est fait pour... Bon, voilà, donc je vous parlais de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le CIMA, j'aurais dû mettre ça avant. La situation géographique aussi, comme on est éloigné des centres de décision à la fois des assurances, mais aussi des compagnies de construction, des flottes avions, enfin des constructeurs d'avions, c'est sûr que ça augmente le niveau des primes. Et puis, l'application du code CIMA nous oblige à placer un montant dans les sociétés d'assurance locales. Donc ça aussi, c'est un handicap que nous avons en Afrique et dont il faut tenir compte pour les clients. Donc, je répète ce qu'a dit Mamadou, bien sûr, changer les préjugés, être jugé pour ce qu'on est, malgré le poids de l'héritage et la jeunesse des compagnies ou des aéroports. Mais ces nouvelles sociétés, ces nouvelles compagnies appliquent les standards internationaux à la lettre. Elles veulent prouver leur crédibilité et sont en mesure de la démontrer, donc avec nos procédures, nos politiques de recrutement particulièrement, qui sont leurs preuves de professionnalisme. Moi, j'ai travaillé presque 30 ans à l'aéroport de Lyon. J'ai terminé directeur général adjoint. Je peux vous dire que la qualité du personnel que j'ai trouvé à Dakar était vraiment très très bonne et même, je ne le cache pas, meilleure que ce que j'avais à Lyon. Donc j'ai été agréablement surpris avec des gens qui sont investis et qui sont conscients que le travail qu'ils font, c'est aussi un travail pour leur pays. Donc c'est quelque chose c'est un état d'esprit qu'on ne retrouve pas forcément en France. Donc voilà, et puis toutes ces compagnies sont entourées de partenaires sérieux et de références comme Airbus ou comme Air France, entre autres. On va essayer d'arriver à l'heure. Je me dépêche. Donc les opérateurs font des efforts dans tous les domaines, certification, conformité avec les standards internationaux, politique de recrutement, renouvellement de la flotte, maîtrise des risques, changement de mentalité. Et puis les compagnies aériennes ont besoin de le faire parce qu'elles ont besoin d'accéder à des aéroports étrangers. On ne va pas à New York en ne montrant pas tous les certificats, etc. Et puis pour concurrencer les compagnies occidentales, parce que c'est clair qu'il y a une lutte commerciale entre Air France et Air Sénégal, entre d'autres. Et les aéroports, nous, aéroports, on veut accueillir Delta Airlines, on veut accueillir Air France, on veut fidéliser nos passagers, on veut que les gens aient aussi une bonne expérience client, et un aéroport, toujours la première et même la dernière image que donne un pays. Donc il est important que les clients qui arrivent soient séduits, contents. Et donc en Afrique, on a de vraies compétences qui doivent être prises en compte par nos amis assureurs. J'appuie pas sur le bon bouton. Oui, il faut que la parole soit donnée à la défense maintenant. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais laisser la défense. Oui, la parole à la défense. Et la défense. Parce que... Monsieur l'avocat général. Voilà. Non, parce que l'objectif, c'est quand même de faire en sorte que vous puissiez intervenir aussi, poser des questions et qu'on atterrisse à l'heure. Donc, Christophe, c'est comment répondre à tous ces questions? Écoutez, on fait ce qu'on peut. En tout cas, nous, on est là. Peut-être contrairement à d'autres, nous sommes présents. Nous sommes sur ce marché-là depuis très longtemps. J'ai essayé de vous donner un peu des éléments de quantification pour ne pas non plus qu'on soit dans un débat un peu naïf et un peu stérile. Des grandes compagnies ou d'autres compagnies ont décidé peut-être de plus investir dans des pays où il y a plus de volume, plus de passagers, plus de ci, plus de ça. Moins de distance géographique, un éclatement du nombre de pays, etc., peut-être qui est aussi à prendre en considération. L'Afrique, c'est un continent. Enfin, c'est vraiment on parle souvent de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est plein de choses tellement différentes que vous ne pouvez pas en faire un agglomérat unique, notamment en termes d'analyse de risque. Nous, en tout cas, notre message de fond, c'est celui-là, une activité standard. Je pense qu'aujourd'hui, et j'entends ce que dit M. Bas, et je vais simplement donner un petit élément de contexte. Je le disais tout à l'heure, le nombre de cycles, décollage, atterrissage, c'est la phase de risque les plus importantes. Quand on est en opération, c'est quand on décolle ou quand on atterrit. Il y a à peu près une quarantaine de millions de cycles. C'est à peu près ça. Bon, avec le Covid, il y en a eu un peu moins. Mais chaque appareil aujourd'hui, chaque aéronef qui décolle ou qui atterrit, donc on va dire 40 fois 2, 80 millions de fois, une phase de risque importante. On engage pour les assureurs à peu près entre 1 et 2 milliards de dollars de capacité. 80 millions de fois. C'est-à-dire que chaque fois, c'est comme si vous comptiez le nombre de fois où vous prenez votre voiture et puis que vous allez à un endroit A, à un endroit B, votre assureur, il va vous couvrir. Quoi qu'il arrive, il va engager, il promet, en tout cas c'est sa promesse à l'origine, c'est de dire que s'il vous arrive quelque chose pendant ces phases de risque, nous allons sortir le chéquier, le carnet de chèques ou l'ordre de virement pour vous donner le plafond jusqu'au plafond de votre garantie d'assurance.
La contrepartie de ça, c'est 1 milliard, 1,5 milliard de primes. Vous l'avez montré tout à l'heure dans votre graphique. Enfin, les primes, elles évoluent, etc. Donc, chaque avion aujourd'hui qui décolle ou qui atterrit, et il y en a ça arrive 80 millions de fois par an dans le monde, emporte à lui seul, en garantie d'assurance proposée par les assureurs et les réassureurs, plus d'une fois de la prime annuelle mondiale. Donc, ça répond un petit peu à ce que vous disiez, je veux être jugé par rapport à mon risque, etc. Oui, vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça qu'il y a certaines compagnies qui prennent certains risques, qui ne prennent pas d'autres risques, qui vont dans certains pays, qui ne vont pas. Il y a des compagnies d'assurance dans le monde qui ne font pas du tout d'aviation. Il y en a qui se disent, bah, c'est un risque trop. Moi, je continue à faire de l'automobile, du chat et du chien, et puis de la multirisque immeuble, et puis voilà. Et puis ça me va très bien, parce que l'assurance aviation, c'est quand même assez volatile, hein, comme on dit, hein, une probabilité de perte qui peut être importante, et un volume de primes qui reste relativement contenu. Donc je crois qu'il faut avoir à l'esprit cet élément-là, travailler avec des partenaires qui vous voient comme un risque sérieux, professionnel. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, et nous on le fait depuis toujours, depuis très longtemps. On est dans cette logique d'analyse de chaque risque, c'est-à-dire qu'on ne souscrit pas tout le monde pareil. Ça, je pense que c'est plus du tout ce qui se passe. Les courtiers nous invitent aussi, les courtiers que vous utilisez. Alors, je découvrais aussi au travers de cette présentation que ça manquait un petit peu en Afrique. Là, je pense que vous avez peut-être un positionnement un petit peu différent de vos collègues européens ou américains, où on a plutôt trop de courtiers que pas assez. Il y a plutôt plus d'offres de courtage que de manque de courtage. Là, c'est vrai que c'est certainement un problème auquel vous pouvez faire face si vous n'avez personne qui peut vous accompagner ou qui peut vous guider un petit peu avec vos négociations avec les assureurs. En tout cas, nous, on est convaincus de ça, hein. Un volume d'activité qui est raisonnablement intéressant. Je ne veux pas dire que c'est le plus gros volume qu'on fasse, hein, on l'a vu, hein, dans les chiffres, c'est à peu près entre 5, on va dire un petit 3 à 5% du marché mondial. Donc voilà, nous on s'y intéresse, hein, on ne se dit pas 5% c'est trop petit, donc on ne le fait pas. Une activité standard. On estime qu'aujourd'hui, vous êtes à des standards de marché, aussi bien en termes d'équipement, en termes de formation, etc. Il n'y a plus de discrimination, en tout cas, qui est faite au niveau de l'analyse de risque en disant, bah non, parce que c'est l'Afrique, ce sera plus ci ou moins ça. Non, pas du tout. On pense que vous avez un niveau qui est tout à fait satisfaisant et parfois même supérieur à des compagnies plus traditionnelles. Et vous avez des besoins de couverture qui sont effectivement équivalents, hein, j'ai mis équivalent entre guillemets, enfin c'est pas tout à fait des guillemets, mais enfin à ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Je crois que là où on a un élément un peu de températion, c'est un environnement économique, juridique, parfois politique qui peut s'avérer complexe. Je crois qu'il faut aussi regarder les choses avec pas mal de réalisme par rapport à cela. Vous avez un certain nombre de fois où vous pouvez être amené, alors ça dépend évidemment beaucoup des pays, mais enfin globalement si on parle de tout ce qui se passe en Afrique, il y a parfois des endroits où c'est difficile d'envoyer un expert. Ça nous est arrivé. Un aéronef endommagé qui est obligé de faire un atterrissage d'urgence dans une région. Personne n'accepte d'aller dans cette région parce que ça s'est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, et que politiquement, ce n'était pas une situation stable. Donc personne ne pouvait aller voir l'aéronef. On ne pouvait pas le réparer. Le temps qu'on arrive, plusieurs mois plus tard, il avait un peu disparu. Il avait été désossé complètement. Il n'y avait plus rien à faire. Enfin, vous vous retrouvez avec des situations qui parfois peuvent être un petit peu compliquées à gérer pour un opérateur qui, dans d'autres pays, envoie l'expert qui, 2 jours plus tard, débarque. Alors c'est vrai, ce n'est pas vrai qu'en Afrique, hein, on a évidemment ce genre de situation à gérer dans d'autres parties du monde, mais je pense qu'il faut accepter aussi qu'il y ait des différences qui soient un peu structurelles et dont on tient compte dans notre politique d'évaluation du risque. Mais encore une fois, dans une logique de recherche de solutions et on l'a dit, hein, on est engagé sur beaucoup de compagnies aériennes et beaucoup de risques en Afrique parce qu'on estime que vous faites le job et donc à nous de faire le job également. Des flux et chargements de gestion souvent dissuasifs. Ça, je crois qu'il faut aussi accepter de se le dire. C'est que nous avons, et je ne parle pas du client, hein, je pense que le client, lui, paye sa prime. Mais ensuite, il y a toute une espèce d'évaporation parfois un petit peu compliquée qui se passe dans les flux de gestion, etc. etc. C'est extrêmement compliqué. Ça peut être administrativement parfois assez lourd. Et je pense que ça, c'est un élément sur lequel on peut se mobiliser ensemble. Parce que vous avez ce besoin-là et quelque part, vous le repayez.
Et ce n'est pas lié à votre risque, ce sera lié ensuite, hein, vous le savez, dans un prix d'assurance, je mets les taxes de côté, hein, puisque souvent, selon les pays, il y a des taxes sur les contrats d'assurance, des choses comme ça n'existe pas trop en aviation, donc on oublie ce phénomène-là. Mais en gros, vous allez avoir à peu près 70% de votre prix qui va servir à couvrir le risque, et 30% qui va servir à rémunérer toutes sortes de gens. Voilà. Mais c'est vrai partout, hein. C'est vrai. Les courtiers, les compagnies qui font le fronting local, je sais pas qui. Enfin, il y a toute une série de coûts qui sont quand même, et la gestion de la compagnie d'assurance également. Je crois que là-dessus, il y a certainement quelque chose à faire. Et c'est un peu le message, en tout cas, de conclusion avant de me livrer à vos critiques, qui seront nombreuses, je suppose. Mais en tout cas, notre idée, ce serait de dire, bah voilà, essayons, hein, comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je pense que vraiment, on en est là. Ensemble, on peut peut-être aller plus loin, essayer de constituer un groupe de compagnies, que ce soit des courtiers, des assureurs locaux, des assureurs et des réassureurs internationaux, qui aient vraiment envie de s'investir dans ce continent et qui aient vraiment envie d'apporter une capacité. Alors, chacun analysera son risque, mais essayons de mettre en place un environnement un peu plus fluide et un peu moins rugueux au niveau des évaporations de coûts de gestion et des délais administratifs qui sont parfois très très longs et qui peuvent être très très pénalisants. Et je pense que ça vous apportera à vous plus de capacité, ça vous apportera, et plus de capacité pour vous, ça veut dire des meilleurs prix. Parce qu'après, c'est l'offre et la demande. Plus des gens seront intéressés à votre business, et plus le courtier arrivera à négocier des prix qui sont avantageux pour vous. Quand vous vous retrouvez coincé avec un nombre d'opérateurs limité pour placer vos risques, évidemment, ces opérateurs, vous êtes obligés d'accepter leur prix. Donc, je pense qu'on a tous intérêt à ça. Et puis, c'est un marché en forte expansion. Donc, moi, je vois beaucoup de potentiel et beaucoup d'avenir à cela. Et en tout cas, nous, on sera présents. Et même si aujourd'hui, vous trouvez que c'est cher, il y a 5 ans, nous, on trouvait que ce n'était pas assez cher. Et je pense que les deux avaient raison. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, Christophe. Je crois qu'on va pouvoir commencer à réattacher les ceintures de sécurité. Et donc, la parole est à vous maintenant. Le débat entre nous, il est clair. Il y a besoin, effectivement, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de travailler sur un certain nombre. Alors, les présentations qui ont été faites par Mamadouba et par Xavier Marie montrent bien l'effort qui est fait et le besoin qu'il y a de se connaître. C'est pour ça, d'ailleurs, que ces ateliers, notre club francophone est aussi fait pour ça, pour que les gens se rencontrent, se parlent, échangent. Il y a beaucoup de travail peut-être à faire encore sur le risk management. La position de Mamadou, c'est vraiment une position d'acheteur. Hein. J'ai besoin de comprendre aussi comment marche le secteur de l'assurance. Je crois que c'est important. Et on a besoin aussi de travailler sur justement tout ce qui est ces difficultés qui sortent de la relation assureur-assuré, hein, qui sont des difficultés qui sont liées à l'organisation de l'État ou à l'organisation des flux. Je crois que c'était parfaitement intéressant. Maintenant, vous avez la parole. Donc, il nous reste quelques minutes, parce que je ne sais plus très bien à quelle heure doit se terminer cet atelier, mais enfin, vous avez la parole si vous voulez poser des questions, intervenir. C'est à vous. Et sinon, vous pouvez aussi applaudir le Sénégal qui a gagné encore une fois ce match de foot hier soir. Et aussi applaudir les intervenants. Et remercier en particulier Mamadou qui est venu spécialement. Je pense que son intervention, je ne vous dirai pas combien j'ai passé de temps à me dire comment on va monter cet atelier, qu'est-ce qui va parler, comment ça va être... C'est difficile, hein, dans cette période de Covid, cette période de difficulté de transport, etc. Et je suis vraiment très content de cette intervention parce que c'est ça qu'on voulait, c'est de dire la réalité du terrain, c'est ça. Et il faut la confronter, il faut que les gens s'échangent, se parlent. Donc si vous n'avez rien à dire, c'est que notre atelier était parfait, que vous avez vu le débat. On vous remercie et vous avez maintenant la possibilité de sortir de l'avion.